Bonjour et bienvenue à l'interview Work 3.0. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Benatar, philosophe du travail, conférencier, consultant. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'humain en général et en particulier dans l'entreprise. Mais je souhaiterais que vous vous présentiez un petit peu, Bernard. Qui êtes-vous ? Multiple, hein, mais enfin, j'aime bien, dans le monde du travail, dire que je suis un philosophe du travail. C'est-à-dire que je vais accompagner une réflexion sur le sens du travail, en fait. Une réflexion qui sert à actualiser le sens et qui sert aussi à convoquer des dimensions oubliées, justement, dans le monde du travail qui concernent... Parce que la philosophie, elle charrie des universaux, elle charrie la justice, elle charrie la liberté, elle charrie la vérité, elle charrie des dimensions humaines auxquelles tout le monde prétend et qui finalement sont quelquefois oubliées. Mais aussi, elle charrie du sens qui est lié au métier, qui est lié aux finalités de l'entreprise, à ses valeurs, etc. Et ce sens, parfois, il faut le remettre en commun. Donc, c'est un peu les deux branches qui me font intervenir comme philosophe du travail. Très bien. Et dans ce cadre de philosophie du travail, la posture, la position de l'individu, je dirais sur les 20-30 dernières années, est-ce qu'il y a eu des évolutions significatives ou finalement, malgré quelques modifications, ça change peu? Selon vous, c'est quoi la tendance? Moi, j'ai tendance à faire remonter à Kant. Kant qui dit, l'impératif kantien, tu considéras toujours l'autre, jamais seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Et à ce moment-là, il y a un tournant moral qui considère effectivement, quand même, pendant des siècles, l'homme était au service de l'œuvre. L'homme était au service de la production. L'homme était... Puis, la cathédrale Notre-Dame, il y a plein de morts. La muraille de Chine, il y a plein de morts. Enfin, la fin justifiait les moyens. Donc, absolument. L'œuvre justifiait les moyens. Puis à un moment, on s'est dit... Quand même, on va protéger la vie des gens qui travaillent. On va essayer de faire en sorte qu'ils ne la perdent pas au travail. Ça, c'était une première étape. Puis ça a duré longtemps. Puis après, on s'est occupé des TMS, des troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire que non seulement on va protéger la vie, mais on va protéger la santé. Un peu, la santé physique. Puis sont arrivés quand même les RPS. Et là, on s'est dit, on va se préoccuper de la santé mentale. Donc oui, il y a... RPS qui veut dire en... Risques psychosociaux. Risques psychosociaux, d'accord. Donc oui, il y a une évolution, je trouve, dans le monde du travail, qui est quand même beaucoup ordonnée par le législateur, en France, parce que c'est pas pareil partout. Hein. Mais pas que par le législateur, je pense qu'il y a quand même une préoccupation. Et alors, là, après le Covid, encore davantage. C'est pas seulement... la santé physique, c'est pas seulement préserver la vie, la santé physique, la santé mentale, mais c'est aussi le bien-être. Maintenant on parle de bien-être, de qualité de vie. Alors là, c'est beaucoup plus polysémique, ça veut dire plein de choses différentes. C'est pas ton bien-être n'est pas mon bien-être. Enfin bref, et là, tout à coup, l'entreprise aurait à s'intéresser à ça. Alors, est-ce qu'on parle de bien-être individuel ou collectif? J'ai peur qu'on parle surtout de bien-être individuel et qu'on ne sache pas comment faire, en fait. Ouais, est-ce que l'entreprise est responsable du bonheur de ses employés? Les happiness managers, est-ce que c'est une formule qui... On aurait tendance à s'en moquer. Spontanément, on dit, tiens, et puis quoi encore, quoi. Et puis on est là pour travailler, quoi. Après, je ne suis pas allé voir concrètement qu'est-ce que faisaient ces happiness managers. J'en ai pas rencontré, donc c'est peut-être donc je voudrais pas péjorer leur mission, parce que peut-être que sous cette enveloppe-là, sous ce qualificatif-là, il y a peut-être une vraie attention quand même qui est donnée à ce qui peut faire peut-être joie au travail. Je sais pas, pendant longtemps, on s'est dit quand même le travail... ça doit rapporter de la fierté. On doit être fier de son travail, quand même. Une fois, j'ai travaillé dans une usine en Tunisie, et ils fabriquaient des harnais électriques pour Airbus. C'est grand truc. Je me rappelle une opératrice qui travaillait à la chaîne, mais c'était une chaîne manuelle. Il n'y avait pas de machine, très peu de machines. Donc c'était plein de petites fils. Elle me dit, Bernard, viens voir. Et elle me montre un harnais électrique fini. Elle me dit, t'as vu comme c'est beau? Et oui, c'était ça aussi, son mobile. Souvent, le beau, c'était un mobile du travail. Mais je crois, moi, j'ai des peintres en ce moment à la maison, ils font la peinture à la chaux. C'était faire vraiment avec une matière
qu'ils respectent, qu'ils aiment. J'ai travaillé dans une usine de chocolat. Mais c'est la première fois que je vois un philosophe qui travaille comme ouvrier dans des usines. Ah non, je suis intervenu. Non. Ah, d'accord. Si, Simone Veil, c'est une philosophe qui a d'abord commencé par travailler en usine. Non, je n'ai pas vraiment travaillé. Mais je suis intervenu dans beaucoup d'usines, beaucoup dans le monde du travail très, très différent. Et effectivement, je me rends bien compte qu'il y a des mobiles de travail, c'est-à-dire ce qui fait je sais pas, peut-être l'estime de soi aussi, hein, ce qui fait aussi le plaisir de travailler, c'est pas forcément écrit sur les fiches de poste. Ça, c'est possible que ce soit toujours ce supplément d'âme, ce bénévolat presque, qui fasse que chacun se trouve. Alors effectivement, ce petit plus qui fasse que on aime ce qu'on fait, on croit en ce qu'on fait et on pense que ça apporte quelque chose. Par exemple, je travaille beaucoup avec des soignants en EHPAD. Il n'y a aucun doute. Les soignants en EHPAD, ils sont d'accord avec l'utilité de leur métier. Ils sont pas d'accord avec les conditions de travail, ils sont pas d'accord. Mais il n'y a pas de problème sur l'utilité du métier. Le métier, ça vaut de s'occuper des personnes âgées. Non seulement ça vaut, mais ça devrait être une priorité, etc., etc. Donc, ils se sont investis vraiment d'une mission sociétale et sociale. Alors, est-ce que le happiness manager, il aurait à s'occuper particulièrement de veiller à ce que chacun y trouve son compte en termes de sens, peut-être, en termes de confort? J'ai peur que ce soit surtout dans ce sens-là que ça aille. Moi, je trouve que ou de dynamique collective. Le confort, c'est pas toujours quand même, pas ça qui fait le bonheur. Hein. C'est ça qui fait, au contraire, qu'on se sent pas très vivant. En fait, trop de confort est fossoyeur de la créativité. C'est intéressant. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est passionnant. Ouais. Donc c'est pas tant. Moi, alors, on disait tout à l'heure, pardon, les hommes étaient au service de l'œuvre, quitte à y laisser leur vie, alors de façon un peu contrainte, j'imagine. Est-ce qu'on n'est pas parti dans l'autre sens aujourd'hui, c'est-à-dire que l'entreprise doit être au service des hommes? Ah, alors là, il faudrait voir quelle entreprise, en fait. Hein. Peut-être que certains hommes, on veut se les garder. D'autres, on s'en fout. Après, c'est une histoire de marché du travail, marché de l'emploi. Je pense pas que ce soit homogène, cette histoire-là. Ou alors, c'est aussi un phénomène de société. Michel Serres avait écrit Petite Poussette, un petit livre vraiment qui disait à quel point la jeunesse, avec le numérique, etc., et aussi avec une absence de guerre, et aussi avec la densification des populations, etc., la jeunesse n'était plus la même, elle avait radicalement changé, et ses attentes, et puis ses exigences n'étaient plus les mêmes. Mais ça, c'est possible aussi que, effectivement, soit arrivé sur le marché du travail, dans les entreprises, des jeunes, et puis après moins jeunes, parce que ça fait un bout de temps, qui ont été élevés avec une grande estime d'eux-mêmes. Parce qu'on leur a dit, c'est toi qui compte. Qu'ils aient été élevés aussi avec cette idée qu'effectivement, le travail doit être épanouissant et pas, ça ne doit pas être un lieu de subordination, de soumission, etc., comme ça l'a été quand même longtemps, quoi. C'est possible qu'il y ait quand même une mutation des mentalités. Et des valeurs. Et des valeurs à propos du travail, le rapport au travail, et qui s'est accentué pendant le Covid, ça c'est sûr, qui s'est accentué, mais cette idée que je suis pas là pour obéir à une autorité tyrannique, ça c'est sûr, je suis pas là pour faire des choses qui me paraissent absurdes et contredire le sens de mon métier, le sens de ce que je sais faire, je suis pas là pour me soumettre, enfin bref. Ça, on l'a appris dans la famille. Hein. C'est quand même dans beaucoup de familles. Hein. Moi, je sais pas. Mon père, quand il me grondait, il me disait baisse les yeux. Et moi, quand je grondais mes enfants, je leur disais regarde-moi. Ça, c'est une mutation quand même. C'est une mutation anthropologique quasiment. Hein. Donc, c'est pas étonnant que 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, on ait de plus en plus de gens, effectivement, qui veulent être des sujets, considérés comme des sujets. Alors, ça date de la Révolution française, mais ça a mis du temps. Mais en tout cas, ne pas être des objets, ne pas être des moyens, seulement des moyens. Ça, c'est pas... Alors, comment on peut fixer de façon harmonieuse le curseur entre, on va dire, productivité et épanouissement? Parce qu'on peut aller vers le human washing, c'est-à-dire, oui, je fais très attention à vous, oui, vous êtes très important, puis je vous en demande quand même de plus en plus, d'une manière libérée, quelque part.
Est-ce que c'est simple dans un contexte un peu chaotique, avec des guerres qui se déclarent un peu partout, avec de l'inflation qui explose, avec une dureté qui s'impose un peu plus chaque jour, ce curseur, quand on est patron d'une société qui a des comptes à rendre à sa banque chaque fin de mois, etc., comment on peut concilier l'épanouissement des gens qu'on aime sincèrement et puis... c'est difficile de parler en général, hein. C'est difficile, mais l'human washing, c'est-à-dire ce leitmotiv de on va mettre l'humain au centre. Alors déjà, pour moi, dans l'expression langagière, il y a un contresens, parce que l'humain, ça fait un peu comme de la matière. Oui. Hein, ça n'existe pas l'humain. Ça existe des humanités. Ça existe des personnes, des sujets, des auteurs, etc. Avant, on disait des acteurs. Moi, maintenant, je dis, peut-être qu'on peut penser des auteurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut justement concilier... comment on fait pour concilier l'impératif de productivité, l'impératif de performance, l'impératif de qualité, avec les desiderata des uns et des autres. Moi, j'ai l'impression que on arrive à le concilier justement au moment même où chacun va désirer la qualité, va désirer la performance, va désirer la productivité. C'est-à-dire qu'il est partie prenante de ces finalités de l'entreprise, à condition de ne pas se sentir seulement un objet ou seulement comment on appelle ça, une variable d'ajustement. Enfin, oui. Déjà, le mot ressources humaines, c'est pareil, c'est polémique. Oui, et c'est vrai que quand on dit on va mettre de l'humain au centre, etc., on trouve ça un peu suspect, parce que on dit mais non, peut-être que l'étape suivante, l'étape de maintenant, je crois, c'est on va mettre la responsabilité au centre, peut-être. La responsabilité et le désir. Oui, et le désir, ouais, c'est ça, peut-être. Les désirs, ça commence à faire un bout de temps qu'on a essayé un peu de le mettre, mais pas trop, peut-être pas au bon endroit. Hein. C'est vrai qu'on a mis du désir de confort au centre, du désir de protection au centre, oui, ça oui. Est-ce qu'on a mis du désir d'agir, de la puissance d'agir au centre ? C'est pas tout à fait sûr. Est-ce qu'on a mis aussi, est-ce qu'on s'est assuré de la désirabilité de la production, c'est-à-dire est-ce que partout on désire ce qu'on fait? Non. Il y a évidemment des productions qu'on fait parce qu'il faut gagner des sous, quoi. Mais sinon on n'est pas d'accord avec ce qu'on produit. Et c'est pour ça que je me demande s'il n'arrive pas avec aussi les questions écologiques, les questions de protection de l'environnement, protection de la vie, protection des... Je me demande s'il n'arrive pas, pas en train de se renouveler un rapport responsable à la société. Un nouveau contrat social, mais un contrat social qui serait pas seulement lié avec les gens avec qui je travaille, mais qui serait lié avec le monde dans lequel je suis. Enfin, et quand je vous écoute et vous me dites j'interviens dans une usine, dans un EHPAD, etc., finalement vous formez les managers à ces valeurs quelque part. Oui, je travaille avec eux à réfléchir, à actualiser. Enfin, moi, je trouve beaucoup de gens qui sont très sensibles à cette actualisation des valeurs, qui disent mais c'est à ça que je tiens, moi, c'est ça qui m'importe. Mais c'est vrai, j'avais un peu oublié, allons-y, remettons du sens, quoi. Remettons du sens en commun, du sens commun, enfin, allons-y, ouais. C'est vrai que c'est pas... Bon, la philosophie, je pense, justement, je sais pas, par exemple, je dis, mais aujourd'hui, il y a une passion de la liberté. Et après, pendant le Covid, je pense que cette passion a encore grandi. Une passion, peut-être parce qu'on l'a trouvée légitime, cette passion. Hein, mais peut-être que la passion de la liberté nous fait oublier la fraternité. Alors, il y a des choses à relancer, à réactualiser. C'est pas que ça n'existe plus. Hein. Moi, je pense que le collectif existe. Fondamentalement, il y a un désir de collectif, il y a un désir de coopération. Mais parfois, il passe sous le tapis, quoi. On l'a un peu oublié. Se déshumanise en s'écartant les uns des autres. Le Covid nous a écartés et donc on a perdu de la fraternité. Est-ce que on a créé des téléphones portables? Je me dis, c'est incroyable le nombre de choses individuelles qu'on a créées. On imagine un téléphone avant dans une maison, ça servait à tout le monde. C'était un seul téléphone. Puis
quand je recevais un appel du petit Louis pour mon fils, j'ai demandé ses nouvelles. Enfin, ça circulait, quoi. Maintenant, j'ai vu une scène entre un père et son fils, vraiment, qui disait, parce que le fils avait pris le téléphone de sa mère parce qu'elle avait le numéro de téléphone d'un copain, enfin bref. Et son père était vraiment scandalisé parce qu'il disait, tu te rends compte, t'es rentré dans l'intimité de maman. Donc, alors, c'est vrai que l'individualisme se nourrit de cette espèce de vision de l'intime, qui deviendrait une espèce de lieu sacré, et évidemment un peu aux dépens du collectif, quoi, aux dépens de ce qu'on a à faire ensemble, de nos interdépendances, je sais pas. Alors, moi, je pense il faut relancer. Hein. Moi, je crois beaucoup à l'éthique partagée aussi. Hein. Quand on réunit des gens, moi, je suis allé dans une entreprise à l'île Maurice. Il y avait un PDG qui disait chaque mois, les 20 entreprises du groupe devaient s'arrêter 2 heures, tout le monde, tous les salariés, par petits groupes, tout petit groupe, c'est pas un grand mess, hein, par petits groupes, pour rediscuter une des valeurs de l'entreprise, à l'aune de ce qui s'était passé pendant le mois. Donc pas de façon théorique, mais on dit, tiens, c'est ça notre valeur, et qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que ça... Et voilà, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ? Enfin bref, c'était pas pour se culpabiliser, pour trouver les écarts, mais c'est pour se renourrir, se ressourcer de ce qui peut nous donner du courage pour travailler, en fait. Alors Bernard, merci beaucoup. Cette interview a été passionnante. Je sens qu'il y aura encore beaucoup de choses à évoquer, à échanger. C'est très instructif et très intéressant pour le futur. Ça m'a redonné un peu espoir dans la capacité de l'entreprise à créer du désir et de l'envie chez les gens. Je vous encourage à regarder de nouveau cette interview sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je vous dis à très bientôt. Merci.